T'as le droit de faire des grands signes. Hop. Et nous voilà en ligne. Nous voilà en ligne. Tchac. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Raphaël. Salut. Donc nous sommes en ligne pour une bonne heure et demie tranquille, jusqu'à ce que t'aies épuisé ton sujet, jusqu'à ce que t'aies épuisé toutes les questions. Ou mon jet lag. Ou ton jet lag. Voilà. Donc je suis Franck Payen avec vous pendant cette petite heure avec Raphaël Lacoste. Raphaël qui est illustrateur. Oui. Qu'on a connu beaucoup pour le jeu vidéo, notamment la série Assassin's Creed. Voilà, mais qui vient nous parler d'un thème qui l'amuse beaucoup plus quand même si je sens que ça va faire grincer des dents chez nos auditeurs. C'est justement tout ce qui va être illustration, perso, tes projets, ouais. et notamment ce qu'on a ramené là. Je sais pas si vous avez déjà tous vu cette chose, cet ouvrage World. Donc c'est vraiment le best-of de tes derniers, non pas forcément les derniers d'ailleurs. Ouais, j'ai fait quand même une sélection de mes derniers travaux, je dirais des 6-7 dernières années en fait, où j'ai quand même retiré beaucoup d'illustrations que je faisais principalement en 3D. Ouais. Pour donner un aspect un peu plus traditionnel au bouquin, même si j'ai quand même des illustrations qui sont basées sur des matte painting ou des images un peu plus réalisées avec une base un peu plus technique, avec un peu plus de 3D. Mais je me suis plus concentré sur des recherches d'univers, donc des créations de mondes, comme c'est vraiment la chose qui me passionne le plus, autant en jeu de monde ouvert que finalement pour mes projets personnels. Donc voilà, c'est vraiment du travail de décor, d'exploration de monde en illustration. D'accord. Allez, on va le sortir quand même pour ceux qui savent pas. Allez. C'est un livre qu'on peut retrouver en vente en ligne, je crois. On a les sessions IAMAG qui démarrent là. Ouais. Et du coup, c'est sur le site IAMAG ou il y a un site spécifique? Le site d'IAMAG, en fait, Word est en vente exclusivement sur le site IAMAG. D'accord. C'est vraiment en fait, c'est un livre, je dirais pour le prix, c'est quand même c'est un bon plan parce que c'est vraiment une édition limitée en fait, une édition on va dire un peu collector qui a été montée grâce à 600 pledgers en bon français. D'accord, ouais. 600 personnes qui ont généreusement contribué au projet, qui nous a permis d'imprimer 1500 copies. Et finalement dans le montage de la campagne, avec donc le financement participatif, on a réussi à même travailler avec Brent Ash, qui est super designer, qui a travaillé avec Ashley Wood notamment, et qui a confectionné donc la slipcase, la boîte en plus avec le petit coin. C'est ça. Donc on a vraiment un objet intéressant. Moi je suis super content du résultat. Et éventuellement peut-être que suivant le succès, on fera peut-être une version plus simple avec une couverture moins rigide, mais qui aura le même contenu en fait. Ok. Voilà. Ouais, c'est chouette. C'est très chouette. Du coup, aujourd'hui, donc je te retransmettrai au fur et à mesure les questions un peu du public. Oui. Notamment, tout le monde s'est rendu compte que t'étais en plein jet lag et que c'était une bonne chose. Et que ça te donnait un beau teint. Ah oui, d'accord. Merci, c'est gentil. Voilà, il y a des gens qui sont fort sympathiques. Écoute, je te propose de partager peut-être ton écran, comme ça on va voir ce qui se passe dessus. Oui, tout à fait. Sur cette review, en fait, tu vas revenir un petit peu sur tes projets, nous montrer un petit peu tout ce que t'avais réalisé, et puis peut-être détailler. Et surtout, on profite d'être en live pour les gens qui nous suivraient que sur le replay. Pour avoir justement des questions, des échanges, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dessin de Raphaël. Profitez-en. C'est le moment, voilà. Profitez-en. Je les connais ceux-là, dis donc. Je vois des Gary et des... Tu vois des Gary, Alexei, et des... On a Cassis qui est là. Vous allez voir ce soir. Vous avez les oreilles qui vont chauffer. C'est ça. On peut commencer finalement par mes recherches. La base de mon travail... J'essaie de plus en plus de retourner vers le dessin traditionnel. Je constatais que je perdais beaucoup de temps finalement à préparer mes images avec des outils un peu trop techniques. Je passais beaucoup de temps à faire du rendu en 3D, faire du lighting en 3D,
pour des scènes, même qu'elles soient des scènes de paysage ou des scènes de ville. Et finalement, j'ai essayé de m'enlever une part de la contrainte parce que je la trouvais un peu trop rigide et pour vraiment plus dessiner, plus avoir une base graphique et partir d'une base traditionnelle. Donc je fais des dessins directement dans mon carnet qui sont soit inspirés de voyages que je fais, soit de lieux que j'ai pris en photo autour de chez moi, et je m'en inspire, j'extrapole un petit peu. D'ailleurs, on en a dans le livre, on voit beaucoup de... Il y en a dans le livre, parce que je vois qu'il y a des questions là dans le chat qui disent, mais est-ce qu'il y a ce genre de croquis dans le livre? Oui, il y en a. Oui, il y en justement, a quelques-uns. Ben oui, le but c'était vraiment de montrer des images, à la fois des images accomplies, mais aussi de montrer le processus, montrer aussi la partie traditionnelle. Et à la fin, il y a 3 tutoriels aussi qui expliquent ce départ ce passage, avec démarrer du carnet de croquis. Exactement. On part vraiment du croquis, ensuite jusqu'au blocage des shapes, des volumes, et après on fait du rendu plus poussé. Comme là on a un bon exemple. Alors ça c'est un exemple que j'ai fait notamment dans l'école du NAD. C'est une école qui est à Montréal, qui est vraiment qui est super. C'est une école privée à la base. Et qui est devenue une école de formation publique, donc qui donne une maîtrise en art. Et ce qui est vraiment bien, c'est que comme à Paris, à Montréal, il y a énormément de professionnels dans le domaine du jeu ou du cinéma, mais ils sont aussi chargés de cours souvent dans cette école. Donc on a des étudiants qui passent un diplôme universitaire, mais qui ont en plus des professionnels qui viennent les former. Et moi, je leur donne des cours de design d'environnement. Donc c'est vraiment orienté composition d'image avant tout, et c'est applicable autant aux jeux vidéo, au cinéma, à l'animation. En fait, je donne pas une formation de jeux vidéo, quoi. Ouais, tu te bases, enfin c'est l'environnement, c'est les formes, les espaces, les distances. Les distances, donc tout un travail sur le plan de l'échelle, perspective atmosphérique, composition. On essaie de travailler d'abord nos volumes de forme assez simple, et on leur rend une crédibilité avec le travail de texture, de matière et d'éclairage. Donc là on passe au travers un petit peu de mon travail. Tout ça c'est dans le artbook. Ça c'est typiquement ce que j'aime faire aussi, c'est inspirer du réel, mais transposer plus vers un monde fantasmé, imaginaire. Donc là pour moi c'est des promenades en Corse, randonnées en Corse. Donc c'est finalement l'impression que j'ai ressentie en me promenant là, et comment finalement j'ai voulu transposer ces lieux vers un décor plus de fantaisie. Je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est pour faire de la pratique, de reproduire littéralement la réalité. Je pense que c'est très bien d'être capable de styliser, d'interpréter. D'ailleurs j'en fais beaucoup. J'ai fait des scènes côtières inspirées de réelles photos, mais pour essayer de les travailler de façon très graphique. Donc vraiment au lasso, travailler ça de façon très synthétisée, très géométrique. Et j'aime aussi créer des environnements, créer des mondes en m'inspirant du réel. Donc on part de quelque chose qui est plausible, et après je le transpose à un autre niveau. Alors si tout à l'heure on était en Corse, là où est-ce qu'on est? Alors là on est chez un samouraï tout seul qui s'est perdu. Il y a toujours un mec qui se perd, qui arrive après la bataille et qui est là pour donner l'échelle. C'est ça, c'est le solitaire. Le solitaire dans les plans de concept art, c'est vraiment pour les questions d'échelle. C'est souvent des questions d'échelle. Il y a parfois on dira un petit peu pour raconter une histoire. Là c'est un exercice que j'ai commencé donc à l'école au NAD pour un travail d'ambiance, une recherche de palettes et de composition. Donc une ambiance nocturne, ça doit être un petit peu sombre d'ailleurs sur vos écrans. Ouais, ça passe. Ouais. Ok. Sinon tu peux faire une courbe dans Photoshop si tu veux. Ouais, on peut aussi, tant qu'on y est, hop, et puis voilà. Et voilà la magie. Et ça marche encore. Ouais. Non, mais si la compo est bien faite. Je sais m'en servir quand même, c'est bien. Ouais, non, mais on sent shortcut. Parce qu'aujourd'hui il m'a dit qu'il allait pas dessiner parce que avec le jet lag, l'avion, tout ça, c'était un peu. Ça aurait été trop long surtout. On aurait dû passer 5 heures. La tête en vrac, la neige au départ. Mais quand même, on le met sur Photoshop. J'arrive de Noël et je tombe en plein été, c'est assez particulier. Donc ici, c'est l'image qu'on avait en arrière-plan au début, floue, et c'est un concept que j'avais proposé pour Jupiter Ascending, le merveilleux film des Wachowski Brothers and Sisters. Après Sisters maintenant, Sisters, ouais, c'est vrai. Maintenant, à l'époque, c'était Brothers and Sisters.
Et donc il m'avait demandé de développer, c'était en préconception, l'univers donc de cette élite alien. Et donc on était parti sur des formes comme ça très géométriques qui dévient, qui défient la gravité. C'était une première approche, mais finalement dans le film on est plus tombé dans des structures gothiques beaucoup plus complexes, beaucoup plus chargées. Moi j'aimais bien cette approche-là. Ce que j'avais proposé, c'était un peu plus minimaliste en termes de volume. Et finalement ça n'a pas été retenu. Ouais, parce que c'est vraiment quoi. C'est le genre d'espace merveilleux, mais à chauffer, ça doit pas être... Ouais, effectivement. Mais là, ils ont une technologie spéciale, avec des nano trucs. Ça, c'était pour le livre Worlds. Je voulais travailler dans le même esprit, une composition verticale avec des pyramides inversées, mais en suggérant plus une histoire de civilisation perdue, civilisation ancienne, qui a été finalement oubliée, désertée, et qui est réhabité par des singes, par la nature et les singes. Donc voilà, donc c'était cette recherche-là, donc avec des choses peu probables, comme des structures qui tiennent, qui défient les gravités. Qui tiennent pas, on sait pas sur quoi elles tiennent. C'est ça. Mais c'est ce que j'aime bien souvent quand je fais des illustrations, c'est aussi de laisser des questions ouvertes comme ça, qu'on puisse se poser des questions en regardant l'illustration. Si on donne des réponses à tout, finalement, si on est trop descriptif aussi dans notre travail, on crée moins de mystère, et du coup je pense que l'image est peut-être moins intéressante à regarder. Tout à fait, Et quand on crée des cibles comme ça visuelles, des benchmarks en bon français, pour nos films ou nos jeux, en fait on essaye dans ces illustrations d'inviter au voyage et de donner une envie d'explorer. On est vraiment tout petit à côté des décors, c'est rigolo. On est vraiment tout petit, on donne l'échelle, nous aussi. C'est ça, on donne une petite échelle. Après, si tu veux, je peux nous mettre en plus grand. Non, c'est très bien. Mais, mais j'aime bien laisser un peu de la place à l'image. Et je pense que tout le monde apprécie d'ailleurs. Parce que là, on nous dit au fur et à mesure, celui-là est incroyable, celui-là il tabasse, c'est un sanglier. Non, c'est... Non, par contre, Cassis disait, je veux suivre ce cours. C'est le NAD, c'est où? C'est à Montréal. Ouais, c'est à Montréal. Je sais pas où tu es. Cassis, ouais, il est en banlieue. Banlieue parisienne. En banlieue parisienne, ok. Ouais, non, ça va être un petit peu plus loin. On a des cours sinon. Moi, j'ai des Gumroad. Je donne des, mais j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Donc là, encore une recherche d'ambiance, de palette que j'ai commencé donc à l'école devant les étudiants. Donc là, je suis parti de références. On regardait surtout des références du désert blanc. Qui est en Égypte, avec différents moments de la journée, et j'ai choisi une palette pour m'inspirer pour créer ce monde extraterrestre. Donc c'était encore intéressant de voir comment on s'inspire d'une palette réelle pour créer quelque chose de complètement nouveau, une composition entièrement inventée. Donc c'est intéressant, je trouve aussi, quand on se fait se rencontrer la composition, l'intention, le choix purement artistique de la composition, du design, et des palettes de couleurs qui amènent un certain réalisme. Donc parce que devant la page blanche, quand on commence à travailler, souvent c'est difficile de partir sur une palette qui fonctionne, qui est crédible. Donc c'est pour ça que je recommande beaucoup de voyager, de prendre des photos, de s'inspirer de choses pour faire de la peinture digitale. Voilà. Alors là on a un matte painting que j'avais fait pour Mr. Nobody chez Rodeo. C'est quoi Mr. Nobody? Mr. Nobody, c'était un film de Jaco van der Meyl, réalisateur belge qui a travaillé donc qui avait fait Toto le héros, je pense. Ah oui, ouais, ok. Et donc c'est un film de science-fiction. Voilà, donc je vais zoomer un petit peu. Donc on voit ici le travail que j'ai fait sur un décor d'arrière-plan qui se situe derrière sa chambre d'hôpital. Donc là, on voit tout le travail qui a été fait au niveau des textures, même du modeling. Il y a beaucoup de 3D et beaucoup d'heures passées à retoucher, changer les silhouettes, retexturer, refaire l'éclairage. Et je dirais dans 80% du temps, ce matte painting est hors focus dans le film. C'est intéressant. Voilà, un matte painting aussi que j'avais fait au départ, j'avais fait ça pour Annie Leibovitz, pour la publicité Disney Park. Ouais. Donc l'idée c'était vraiment de travailler sur une perspective comme ça, une vue sur les toits de Londres, avec
la cathédrale Saint-Paul en arrière-plan. Ici, on a un autre projet de film que j'ai fait avant de quitter Ubisoft pour aller chez Rodeo FX. Ça, c'était intéressant, c'était un défi dans la mesure où je devais créer le centre de la Terre pour le voyage au centre de la Terre. Ça devait être vraiment le moment où on découvre le centre de la Terre. Donc la difficulté, c'était d'avoir un décor intérieur, mais qui donne une impression d'être en même temps un extérieur, d'avoir une sensation d'échelle, d'avoir vraiment qu'on sente l'immensité de l'endroit en étant dans une grotte en même temps. Donc il y a eu tout un travail de référence d'échelle avec, on voit par exemple, vous voyez ici, vous avez les petites chutes d'eau dans le coin qui resituent un peu les proportions de la roche. En bas, on a les petites rivières donc qui permettent aussi de placer l'échelle du décor. On n'a pas de personnage, du coup on a un petit peu de végétation, on a la grande chute d'eau en arrière-plan. Ouais, parce que du coup en termes de végétation, c'est quoi? C'est de la fougère ou c'est du grand palmier? Ce sont des fougères et des palmiers, mais ce sont pas des grands arbres, mais par contre avec le dégagement qu'on laisse en hauteur et puis les détails un peu sur les plages ici, on essaie de donner quand même une impression de grandeur à l'environnement. Donc ça c'était un défi parce que ça devait être un peu on révèle le centre de la Terre, et c'était au travers d'un concept au départ avant de le donner au matte painter, aux personnes qui allaient faire tous les effets spéciaux sur le film. Bon, ça, ceux qui ont vu mon DVD Gnomon, donc ça c'est un tutoriel que j'ai fait. C'est l'image finale du tutoriel. Donc là, c'était à l'époque où je travaillais quand même encore beaucoup avec des bases 3D pour faire ma perspective. J'essaie de moins en moins de perdre de temps avec la 3D, mais je m'en sers quand même pour bloquer une perspective. Par contre, je vais passer moins de temps à texturer, à faire du rendu en lumière dans un software 3D. Je vais plus faire mon rendu de lumière directement dans Photoshop. C'est ça, tu vas dire, tu vas commencer à travailler la sélection, c'est ce que j'avais vu dans tes travaux, lasso, beaucoup. Oui, beaucoup lasso. On va voir, j'ai quelques vidéos qu'on va pouvoir regarder qui expliquent ça. Donc là voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Non, je ne pense pas. Non, il en reste encore un petit paquet. Ouais, quelques-unes. N'hésitez pas pour les questions, je sais que vous nous suivez, que ça échange un petit peu, mais doucement. Donc oui, Cassis va finir par venir au cours, mais pas tout de suite. Ouais, peut-être. Pas tout de suite. Okay. Mais de la famille, visiblement. Ok, bon ben voilà. Mais on pourra en discuter ce soir, je pense. Donc là, on a un autre exemple d'image que j'ai travaillé en me basant sur un dessin. Donc il y a absolument aucun asset 3D qui a été utilisé ici. Tout a été entièrement fait dans Photoshop, avec une base de croquis et ensuite des textures, des custom brushes ici pour faire les rochers, pour faire la réflexion en bas aussi. Donc il y a un mélange d'éléments de photo et beaucoup de travail finalement à la sélection, puis donc en dessinant quoi. Donc là je voulais travailler sur vraiment l'échelle. L'échelle, et puis moi ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est effectivement la palette que tu as utilisée, qu'on retrouve en termes de variation de lumière, et puis le petit point d'accroche en bas qui permet d'attirer l'œil vers les petites troupes. Les chevaliers. Donc là c'est vrai que je pense que c'était une image aussi qui m'avait inspiré juste par sa palette. J'ai juste été inspiré par un moment, une couleur, et souvent ça quand je fais des voyages, je prends des photos autant pour de la composition parfois que pour des palettes de couleurs qui sont inspirantes, et ensuite j'applique cette palette à une composition qui n'a rien à voir avec la référence d'origine. Donc c'est vraiment le mariage des deux qui est intéressant. Donc là, on a des exemples de croquis que j'aurais fait, par exemple, comme point de départ. Comme point de départ pour ce genre d'image. Ce genre d'image. Ça tombe bien, on a une question de Victor qui dit, est-ce que tu repeins sur tes croquis faits à l'encre, ou est-ce que tu repars à zéro sur Photoshop? J'ai les deux. En fait, ça m'arrive de redessiner, de repartir vraiment avec un dessin dans Photoshop. Mais j'ai aussi beaucoup de cas où j'ai tout simplement pris une photo de mon dessin avec mon iPhone. Je la mets dans Photoshop directement, salement. Et je le mets en multiply sur tous mes calques, et ça me permet de garder toujours mon repère en fait de dessin, mon guide pour travailler ma composition. Tu gardes les structures, je garde toutes les lignes de force. Ça c'était un bon exemple aussi de composition travaillée à partir d'un dessin, à partir d'un croquis, et ensuite amener à un autre niveau avec toutes mes custom brushes. Donc là par exemple, là, on va voir, je vais vous montrer dans un de
Des pas à pas. Ouais, mais pas à pas. Vous allez voir en fait le travail de composition qui est fait d'abord au lasso. En général, je vais bloquer les différents plans au lasso. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est très rapide, ça permet de tout de suite mettre en place des volumes. Et sur des calques séparés, donc on a vraiment moyen de travailler en espace négatif et espace positif, les ouvertures, et tout ça avec soit au lasso, soit avec des brushes qui sont à 100% opaques. Donc j'ai pas de... T'as pas de pseudo-transparence, de couleurs qui vont réintervenir. Là, on est sur du gris, mais... De trucs qui vont venir perturber ta forme. Exactement. Je pense que ça reprend un peu la question de Perrine, ou Perrin-Mot, je sais pas. Raphaël, quand tu fais des bâtiments en montagne, à quoi tu penses pour avoir une grande variation des formes? Des bâtiments ou des montagnes. Oui. Comment tu fais, je suppose, pour avoir justement ce genre de... Alors, je pense que pour la variété, après, on a aussi des réflexes, hein. On revient souvent des formes qu'on aime utiliser. On a un style aussi. Moi j'aime les compositions comme ça un peu épiques, verticales, donc je vais essayer de faire des contrastes entre des formes simples comme on voit par exemple à la base, des petites maisons qui prennent la lumière ici, des formes assez simples et écrasées et qui vont contraster avec des murs complètement démesurés, des hauteurs très verticales. Donc je reviens un peu, j'ai toujours un peu un style que je réapplique. Mais je dirais que c'est à force d'en faire aussi, à force d'explorer. Puis aussi le fait de, par exemple pour les montagnes, faire de la randonnée. Pour moi, j'aime beaucoup marcher en montagne, donc je fais beaucoup de photos. Il y a des endroits que je trouve intéressants parce que ce sont des passages entre des falaises qui font des ouvertures pour découvrir d'autres vallées. Enfin, tout ce travail de finalement d'évolution dans un décor que j'aime bien vivre. Quand je fais de la randonnée, j'essaie de le reproduire aussi dans mes dessins en fait. Donc l'inspiration elle vient aussi de beaucoup de ce que je vois. Ça c'était pour Terry Goodkind pour une couverture. Je pense que c'est la chaîne des flammes. À l'époque où je faisais encore ça. Après c'est Marc Simonetti qui l'a fait. Puis là je pense que c'est quelqu'un d'autre. Ça varie. C'est quoi? C'est la chaîne. C'est ça. Ma marque récupère tes vieux clients, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis après, je sais pas qui les a récupérés. Mais Marc, c'est facile. Ici, on a un autre exemple de recherche. Donc au lasso, purement au lasso, et avec des custom shapes. Donc ça, j'ai des Gumroad où j'ai des démonstrations de ces types exactement d'exercices, et j'ai aussi mes brushes qui sont disponibles, celles qui sont utilisées exactement pour faire ce genre de structure en fait, de silhouette et de réflexion. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que je travaille d'abord avec des formes vraiment très simples en sélection, et ensuite je viens ajouter de la complexité à mes silhouettes juste avec des brushes. Donc je travaille avec des photos que j'ai prises, des photos que je contraste, et j'en ressors des shapes qui me servent en fait vraiment à donner l'échelle et à donner de la richesse à la composition. Ouais, carrément. Non, c'est vraiment que... C'est le bon exemple aussi. C'est super riche, et puis celui-là je l'ai vu construire en partie. Ouais. Je suis assez impatient qu'on... vous allez voir ce qui vous attend dans pas longtemps. Tiens, il y a une question de Victor qui dit des conseils pour réussir des belles architectures aux motifs complexes. Pour moi, je trouve que c'est le plus difficile sans y passer des heures. Ouais, c'est sûr que la complexité vient avec son lot de sueur. Après, tout dépend en fait. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une composition simple. Souvent, je vois dans des portfolios, quand je fais des reviews de portfolios, je vois souvent des images très complexes d'un point de vue texture, matériaux ou éclairage, mais qui n'ont pas une composition lisible et intéressante. Donc, je dirais souvent, il vaut mieux miser d'abord sur la simplicité, la lecture de l'image. On voyait dans l'image que je montrais juste avant, c'est la forme avec les surplombs, la composition, le rythme en fait doit être assez simple. La complexité peut venir dans la matière, et après il faut se trouver des outils. Il faut par exemple se créer des brushes pour pouvoir automatiser un petit peu plus cette complexité là, de façon à ne pas que ce soit trop laborieux, parce que je pense que quand on tourne dans quelque chose de trop laborieux, qu'on a moins de plaisir à travailler, on perd l'intérêt aussi du design, des choix artistiques. Là, pour le coup, on est vraiment sur de l'encre. Alors ça c'est papier ou c'est Photoshop? C'est Photoshop. Donc ça, c'est une autre technique que j'aime beaucoup dans Photoshop, c'est que on a l'ancrage en positif et en négatif, ce qu'on n'a pas sur papier où il faudrait gratter l'encre. Ça peut être long. Ça peut être très long, ou il faudrait peindre avec du blanc. Mais donc dans Photoshop, moi,
avec X, je passe du noir au blanc, Mhm. et tout ça avec une brush qui n'a pas d'opacité sur la pression. Donc on est vraiment sur du 0 ou du 1. Là, on a directement la couleur qu'on veut. Ça nous permet d'aller revenir sur les effets d'éclairage, d'itérer aussi beaucoup sur la composition et sur les choix graphiques de design. Donc ça, c'est une technique que j'aime beaucoup pour mettre en place une composition. Faire des remplissages de zones en noir, puis revenir avec le blanc pour éclairer. Ça a presque un côté linogravure, tu sais. Oui. Où tu vas faire ressortir tes formes, l'entrée. Ouais. Oui, d'ailleurs, Mignola fait beaucoup de dessins comme ça en bande dessinée qui sont super inspirants. Donc là aussi, c'est un autre exemple de composition, de paysage avec des personnages. C'est très très rapide de faire ça. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut explorer plein d'options avant de partir sur une image qui est un peu plus poussée, un peu plus travaillée. Ça, c'est un exemple aussi que je donne dans mes cours pour le travail de la perspective atmosphérique. Parce qu'on a des choix à faire sur le plan des formes, du design et des silhouettes, mais on a aussi ce travail de profondeur à travailler. Ce qui permet d'avoir plusieurs plans de composition. Donc ce que je leur explique, c'est ça, c'est qu'on a notre premier plan, par exemple, qu'on va travailler de façon un peu plus organique avec une silhouette humaine, un plan intermédiaire qui est un peu plus complexe, qui est aussi de l'organique avec des fils, et un dernier plan qui va avoir des structures plus majestueuses et plus simples. Donc on travaille sur des contrastes de design entre les différents plans, et on utilise la perspective atmosphérique vraiment justement pour ça en fait, pour découper ces différents plans. Ça, c'est encore un bon exemple de composition qui utilise la perspective atmosphérique pour ces différents niveaux de choix graphiques, donc avec des formes qui sont très simples et très minimalistes, mais qui vont chercher une complexité dans l'éclairage, dans les matériaux, dans les textures. Donc ça, c'est vrai que c'est le genre d'image que j'aime beaucoup faire. Ça demande quand même plus de temps quand on doit appliquer des textures en perspective. Donc là, toutes ces textures sont appliquées dans Photoshop en perspective. Photoshop directement. Avec CTRL-T, je fais les déformations séparément sur plan par plan, exactement. Je travaille toujours sur tous les plans. Donc il y a pas de rendu en 3D à part pour placer les blocs de base, juste les blocs. Ouais. Les blocs, peut-être les lumières ou même pas. Il y a même pas les lumières là, tout ça c'est fait dans Photoshop, tout l'éclairage est fait dans Photoshop, même les ombres portées. Même pas te donner une référence de ça m'arrive de le faire. Ça m'arrive de le faire, c'est vrai pour avoir des ombres portées notamment. Mais dans un cas où finalement les formes sont très simples comme ça, je l'ai fait directement dans Photoshop. Alors tiens, j'ai reposté un petit lien parce que l'année dernière on a reçu Marc Simonetti à peu près à la même époque. Oui. Et vu qu'on en parlait tout à l'heure pour les couvertures de bouquins. Oui. Et par rapport à Victor qui dit merci pour la réponse motivante. Moi la phrase que je ressors de Marc de l'année dernière c'était mais combien de temps ça prend pour devenir un illustrateur comme toi? Il avait répondu en fait ça prend 10 000 heures. 10 000 heures 10 000 heures, tu commences à devenir, tu maîtrises tes outils, tu sais ce que tu veux raconter, et du coup, parce que les gens lui demandent un temps en mois, en année, il fait, mais 10 000 heures, en fait, si tu dors pas, ça prend 2 ans. Et si tu dors un petit peu et que t'essayes d'avoir une vie à côté, c'est un peu plus long, quoi. Ouais, c'est un peu plus long. Moi, je dirais, il faut aussi, évoluer. Par exemple, ça c'est un bon exemple de l'évolution de mon travail. Il y a quelques années, on va dire, ça c'était il y a 10 ans à peu près, je faisais énormément de travail en 3D, en rendu, je dépliais mes UV sur des objets dans 3DS, je faisais énormément de travail en 3D, et du coup c'était très laborieux, donc je passais entre 20 et 40 heures sur une image. Ouais. Maintenant, je passe entre 1 heure et 4 heures maximum sur une image. D'accord. Parce que je trouve que c'est plus intéressant de pouvoir explorer, de pouvoir finalement avoir des images qui ont l'air moins finies, mais qui sont plus suggérées, qui sont plus des invitations à explorer différents types d'environnements, mais qui ne sont pas des images comme celle-ci là, qui sont très laborieuses à travailler, en haute résolution, où je vais aller peindre. En fait, j'étais trop descriptif. Selon moi, je passais beaucoup trop de temps à décrire des choses qui ne sont pas importantes, comme les rochers en arrière-plan, avec la neige déposée sur les pics. Bon, j'ai la neige dans la lumière, la neige dans l'ombre. On peut zoomer dessus, on va voir le détail. Il y a les flocons, il y a les flocons, il y a tout, il y a le mec qui marche, il y a
il y a le chamois en haut, enfin c'est ça, t'allais trop loin par rapport. Ouais. Mais et ça du coup c'était une couverture de bouquin ou non, c'est un projet personnel. C'est un projet perso. C'est un projet personnel. Donc j'ai poussé très loin. Bon, c'est vrai que du coup ça fait une image qui est très riche, où il y a beaucoup de choses à regarder. Malgré tout, j'avais quand même assez bien géré, je pense, le contraste pour que la lecture d'image soit quand même agréable. On n'est pas perdu dans le détail. Parce qu'il y a des parties qui sont plus dans l'ombre, mais toujours est-il que maintenant je ne ferai plus ça. Je passerai plus 20 heures à modéliser un train, quoi, par exemple. Ouais, c'est ça. J'aurai d'autres façons de travailler. Là, c'est un autre exemple aussi d'une image clé pour le premier Assassin, où j'ai beaucoup de 3D, même les rochers sont modélisés en 3D. Il y a les ombres portées, il y a tout ça c'est rendu en 3D aussi, donc il y a beaucoup de travail de préparation avec des outils que je trouve un petit peu trop rigides maintenant. Ouais. Et du coup, je passerai beaucoup plus de temps maintenant avec ma nouvelle façon de travailler à explorer plusieurs options dans ces 20 heures que j'aurais passé sur une seule image. Ouais, donc en fait, tu parlais d'évolution, tu passes ton temps à changer. Ouais. Et j'apprends beaucoup en fait. Et ce que je trouve génial, c'est que moi j'ai 42 ans, je continue à apprendre et j'espère que je vais continuer encore à apprendre. Voilà, et du coup quand tu apprends, est-ce que c'est par tes propres recherches, est-ce que c'est des rencontres, est-ce que c'est des autant des rencontres que des recherches. C'est sûr que quand on rencontre des artistes hyper inspirants, hyper talentueux, quand on voit aussi ce qui est posté régulièrement, on a tout le temps envie de se challenger en fait. On a envie on veut pas rester dans sa zone de confort. Moi, j'aurais pu rester dans une zone de confort où j'étais entre le matte painting et l'illustration. On n'était pas très nombreux à l'époque à faire ça. Je sais que je maîtrise bien la 3D, donc j'arrive à faire des images impressionnantes avec la 3D, mais c'est pas le but que je cherche maintenant, quoi. Je préfère me mettre un peu plus en danger, apprendre un peu plus, quoi. Ouais. Avancer. Ben tiens, il y a Mohamed Thiam qui demande, Raphaël, est-ce que tu aurais des exercices préliminaires pour découvrir de nouvelles formes au niveau du design d'environnement et qui pourraient s'appliquer aussi au design de props, art surface ou autre? Moi, je suis pas trop du genre à partir sur les accidents avec les custom brush. Je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup ça pour trouver des idées, mais ça peut être applicable. Mais je pense qu'aussi on peut passer 2 heures sur un truc qui n'aboutira absolument sur rien. Moi, je trouve que pour l'exploration, le lasso c'est intéressant parce que on part sur des formes qui sont assez nettes, assez franches, et c'est extrêmement rapide. Donc on peut itérer beaucoup, et qui dit itération dit qu'on peut explorer plein d'options possibles. Même pour faire des personnages, je trouve que le lasso est très pratique. Quand on part avec la touche Alt, on va parler un peu technique, mais on part en tracé libre. Et avec Alt, on est toujours sur la sélection en polygonale. Ça, je trouve que c'est génial. En fait, je pourrais presque tout faire avec ça. J'ai des exemples, que ce soit des silhouettes de personnages, que ce soit je fais pas trop de design de véhicules, mais je sais que ça marche très bien pour tout ce qui est paysage également. Pour les grands ensembles, pour les grandes formes, et puis rattraper derrière. Peut-être qu'on pourrait montrer d'ailleurs la vidéo vas-y. De la ville où j'ai tout tracé au lasso. Alors, on est dans... On niveau au-dessus. Ça va être dans ça. Voilà. Donc là, on va voir, là, c'est, à part pour l'arrière-plan, qui est fait au pinceau, presque tout va être fait au lasso. Qui fait à la broche, je veux dire, tout ce qui est, ouais, c'est-à-dire que ça, tu donnes des grands coups au départ, et c'est après, c'était alors après, je pars, directement là-dessus. Donc, pour la palette de couleurs, j'étais en taxi, à Los Angeles. Donc, c'est marrant, c'est à cause de la vitre, en fait, la couleur, le filtre de la vitre du taxi qui me donnait cette espèce de teinte un peu verte bleue. Je trouvais ça intéressant, donc je me suis inspiré d'une photo pour la palette. Et après ça, j'ai entièrement tout dessiné au lasso, quasiment tout. Donc là, vous allez voir la technique, c'est en accéléré parce que je pense que c'est un dessin que j'ai dû faire en 2 heures. On va pas passer 2 heures à regarder le truc. Ça peut être un petit peu ennuyeux. Moi, je vais peut-être m'endormir aussi. Si ça non, on va te donner du café, on va tester, on va remettre un peu de frais dans la cuisine. Mettre du rhum tout à l'heure. Et donc oui, la ligne aussi. Donc pour avoir ça c'était en matte painting, c'était Mathieu Reynaud qui m'avait montré cette technique pour souligner, faire des rim lights, des effets de lumière
nette sur des bâtiments, l'outil de la ligne sur un calque séparé, et ensuite avec la gomme on vient enlever des bouts de ligne. Du coup ça crée des accidents, des éclats de lumière. Donc là vous voyez les palmiers, je les fais entièrement au lasso. Et du coup l'intérêt c'est que on a des formes très graphiques. Et comme on travaille dans Photoshop, on a des layers qu'on peut dupliquer, flipper à loisir, à foison. Et donc la ligne me sert à placer la couleur locale des bâtiments, mais toujours en respectant la structure. Donc on est dans quelque chose de structurel grâce au tracé de ligne. Ouais, et du coup ça, t'es sur ton lasso, donc tout est en pixels, tout est en pixels. Je travaille tout en pixels. Y a pas, ça pourrait être intéressant de travailler en vectoriel aussi. J'avoue que j'ai pas fait de shape. J'aurais pu travailler aussi avec ça. Je sais que quelques personnes qui aiment bien utiliser ça. Mais quand on parle de composition pure, de volume, vraiment, je trouve que c'est très 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 intéressant de travailler avec le polygone, lasso en dessin libre et inversé en polygone. Ouais, parce que du coup, en fait, tu reconstruis effectivement plan par plan. Et pour le coup, tu travailles toujours du plus lointain au plus proche, ou il y a des moments où tu bosses dans l'autre sens? Non, je pense que je commence toujours le ciel déjà me donne une base de palette. En fait, c'est le ciel qui va plus ou moins définir le mood, l'ambiance de l'image. Dans la couleur des ombres, des nuages, je vais déjà avoir l'idée de l'ambiance, et la couleur éclairée va me donner plus la couleur de la direction de lumière. Donc je commence toujours par le fond et je me rapproche du premier plan. Ça me permet vraiment de mieux maîtriser ma composition globale. Donc là, j'arrive, je mets des accents de couleur pour la lumière. Donc en respectant cette direction d'éclairage de la gauche vers la droite. Ouais, plus en mode couchant. Ouais. Histoire d'être un peu moins plat, tu vois, sur les plans. Je garde toujours les plans séparés aussi pour pouvoir encore ici, tu vois, je fais un petit effet de contre-éclairage sur les arbres. C'est très subtil, mais en dupliquant le calque, en allant le rééclairer, ça me permet de redonner du volume. Ouais. D'avoir vraiment des accroches de lumière sans trop de galérer non plus, parce que je suppose que l'idée c'est quand même un moment de sortir les images. Oui. Parce qu'entre les projets perso où tu peux te permettre d'être dans tes 20 heures, 40 heures, oui, et les projets pro où tu dois enchaîner. Ouais, c'est effectivement toutes ces techniques-là, je pense que je les ai aussi travaillées à cause de ça. En fait, j'ai mon temps libre, il est très très limité, donc j'ai dû apprendre à développer des méthodes pour avoir des résultats rapides. Et en fait, pour être satisfait rapidement en fait de mes images. J'ai aussi 2 enfants le week-end, il faut que je fasse des trucs avec eux, que quand même je sois pas le père qui s'enferme dans son bureau. C'est ça. Quand même, on a des trucs à faire. Mais le temps libre est beaucoup plus limité quand on a une famille et quand on a en plus un travail à temps plein. C'est sûr que le temps se limite beaucoup plus. Donc c'est pour ça que j'essaie aussi de travailler avec des techniques qui m'aident dans ce sens-là en fait. Ouais, c'est le fait justement de pouvoir gagner du temps, mais c'est des trucs que t'as appris justement avec le temps. Avec la contrainte. C'est-à-dire qu'on dit que l'art naît de la contrainte. Je pense que c'est effectivement quand on n'a pas de contrainte, les choix créatifs sont peut-être moins intéressants. Je pense que la contrainte nous amène à faire des choix artistiques et je trouve ça intéressant. À l'époque, on avait une contrainte quand on faisait des jeux, c'était texture de 256 pixels par 256 pixels. Il y a quand même eu des beaux jeux qui sont sortis avec ces contraintes-là. Quand on n'a plus du tout de contraintes de temps ni de format, on peut se perdre aussi, quoi. On peut tourner en rond, quoi. C'était le début d'angoisse de la page blanche. Exactement. Quand est-ce que j'ai fini, je sais plus qui posait comme question hier, c'était genre, mais comment est-ce que tu sais que ton image est terminée? Ouais. Je sais pas, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Ouais. Donc... Alors, Jeff Simpson, comment va Jeff? On a des trucs à faire. T'as des trucs à faire au boulot, Jeff? Plein. Je reviens lundi, hein. Alors il y a Victor qui demande si ça dessine jeune chez les Lacoste. Alors ma fille dessine un petit peu. Mon fils ne dessine pas du tout. Mon fils est plus dans le cirque. Il jongle, il fait du monocycle. Voilà, donc on n'a pas les mêmes talents, mais il m'impressionne.
Ouais, et pour Alexei qui dit l'homme avec le lasso le plus rapide du monde, on vous rappelle que c'est un accéléré. Hein. C'est un time-lapse, ouais. Parce que s'il arrivait à faire ces illustrations en 4 minutes comme ça, on sait vraiment qu'il montrerait le truc. tu fais quoi? Bah écoute, ce matin je bosse une demi-heure, je vends 2-3 images, puis après je vais faire de la rando. C'est les épinards, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est secret. Il doit y avoir des trucs spéciaux dans la bouffe à Montréal. Ouais. Donc là, celle-là, je sais pas, ça doit être... Pour parler de durée réelle, c'est peut-être 45 minutes pour un mood sketch comme ça. En sachant que je vais pas pousser non plus trop le détail. C'est vraiment de la composition, des plans, un petit peu de couleur locale, mais j'ai surtout investi mon temps sur la composition dans ce cas précis. Donc ouais, il y a Cassis qui nous rappelle que quelqu'un disait une image n'est jamais finie, elle est abandonnée. Ouais, non, mais c'est... Voilà, donc là c'est les dernières retouches où j'ai quelques accroches de pierre, de cailloux au sol. C'est ça, de lumière ici. Et puis donc ça c'était pour cet exemple de compo. Et alors ce qu'il y a de marrant, tiens, si tu restes peut-être dessus, reviens sur le départ, plutôt, voilà. Ouais. Quand t'es en train de bosser là-dessus, t'es effectivement toujours sur 2 images. T'as une image palette dont tu t'es servi. Oui, alors exactement, oui, ça c'est un très bon point. Ouais, ça tu vois, j'ai malin, toi, tu l'as eu. Ouais, non, je repère. parce que ouais, tu démarres sur du noir et blanc, enfin du beige assez blanc, mais derrière tu vas piocher tes couleurs à droite à gauche, quoi. C'est ça. Donc alors souvent bon ça peut être des photos de voyage par exemple, des photos de randonnée, de promenade où j'enlève ma photo de moi en string rose sur la plage. Je garde juste surtout pour les vidéos. Bah, on peut garder juste la couleur du rose, mais non, mais sinon je garde juste les valeurs qui m'intéressent. Et pour ne pas être trop inspiré par l'image littéralement, je conserve juste les palettes, enfin les couleurs qui m'intéressent. Ouais, tu me fais une postérisation de ça, enfin mais à la main pour le coup. Alors je le fais à la main, mais sinon j'ai aussi, je fais parfois ça s'appelle comment, c'est Mosaïque. Ouais, il y a Mosaïque qui fait ça et postérisation. Postérisation. Je sais plus lequel des deux. Parce qu'avec, je pense avec Mosaïque, je peux choisir le nombre de carrés. Et ça permet de ressampler, de rééchantillonner la photo et d'extraire la palette. Donc je fais ça aussi et donc ça me permet de placer déjà des plans avec des valeurs plutôt que de partir de rien. Voilà, puis en plus quand une palette commence à être mise en place, la relation entre les couleurs est déjà établie. Après on peut partir sur de nouvelles couleurs, en ajouter d'autres. Mais cette image pour moi c'est pas un exemple de couleur de palette, c'est plus vraiment un exemple de composition d'atmosphère. C'est plutôt la compo que... Ouais, c'est des explorations vraiment très rapides en plus. Mais oui, c'est bien fait, Martin, c'est bien fait, je suis bien d'accord avec toi. Quel temps tu mets en proportionnellement entre le boulot et le perso sur ça, enfin sur les recherches perso, les illus pour toi, quelle proportion tu dirais? Alors je dirais que tout dépend des projets. Par exemple sur Black Flag avec l'équipe, on a eu un temps quand même assez limité, assez intense, donc et le projet était absolument génial. Donc on a vraiment tripé tous comme des gros malades. C'était complètement malade, comme on dirait au Québec. Et on s'est vraiment éclaté. Et du coup, on avait pas beaucoup de temps, je dirais, libre pour faire d'autres trucs à côté. Quand on a des projets qui sont plus longs, on a plus le temps. Par exemple sur Assassin le premier, Assassin 1, c'était vraiment une prod de très très longue durée, donc on s'est cherché pendant longtemps. Moi j'ai bossé un peu au cinématique, un peu au marketing, je suis revenu sur la prod d'Assassin, puis il y a eu la période de production qui était plus intense. Un jeu comme Révélation, c'est un jeu qu'on a fait en 9 mois. Donc encore une fois super intense, qui est quand même finalement bien sorti pour le temps qu'on a eu pour le faire. Et Patrick Limoges est mort de rire. Ils sont tous là. Ouais, je pense qu'ils ont bien aimé ton ils travaillent
Ouais, il bosse, toi, t'as réussi à partir. Il est quelle heure, là, en plus? Là, 16h40, ils doivent démarrer la journée, quoi. Voilà, Il démarre la journée à te voir et moi, discuter ici. je vais aller boire des verres bientôt, les amis. Ah, tu vas faire des jaloux jusqu'au bout du monde, quoi. Et donc, je sais plus ce que je disais. Non, en fait, oui, que donc il a pas bu avant. C'est ça, les périodes donc de jeux qui sont intenses comme ça. J'ai très peu de temps pour des projets personnels et des jeux qui ont été faits sur des plus longues durées m'ont plus laissé du temps libre. Donc pour l'enseignement au NAD et pour les projets personnels. Ouais, parce que tu disais que sur Assassin, t'étais passé du marketing au... Qu'est-ce que t'avais sur Assassin, j'ai travaillé. En fait, je suis rentré sur Assassin en faisant le trailer du premier Assassin. Ouais. Avec la cloche, le tout premier qui d'ailleurs un des premiers trailers vraiment cool. Je trouve qu'on ait fait sur la marque au studio cinématique à Ubisoft quand on faisait encore du pré-rendu. Et ça m'a donné un peu la porte d'entrée ensuite sur la production du jeu. Mais donc je travaillais un peu, j'ai fait un peu de cinéma quand je suis sorti quand je suis parti d'Ubisoft en 2007 2008. Je suis allé faire du matte painting et du concept en film. Mais Ubi, ça j'ai eu l'expérience aussi en pré-rendu, en cinématique et en jeu. C'était assez intéressant de voir les différents défis qu'il y a suivant les projets. Donc là, on voit encore un autre style d'approche. Là, je voulais faire un truc un peu style Miyazaki dans cette image. Donc c'est un exercice. Je suis parti d'un dessin, donc on peut le remettre parce que là, j'ai laissé rouler, mais on peut juste mettre au début. Donc là, un dessin qui fait très, ça fait presque gravure un peu. Donc il y a quand même un travail de mise en lumière, une intention au niveau des contrastes déjà, de direction de lumière. Donc c'est déjà très poussé. Ça pourrait être un truc fini en soi, si on veut, on pourrait le garder comme ça. Mais je voulais partir de cette idée pour faire une mise en couleur ensuite. Ouais, les premières esquisses de travail où tu essayes d'avancer au max. Donc ce qui est moins évident, c'est qu'il y a déjà tellement d'informations dans le dessin que on peut s'y perdre un petit peu. Donc j'essaie de l'estomper. Là, je l'ai placé en mode multiply au-dessus, de façon à le garder toujours en guide en fait pour la mise en couleur. Et jamais retomber dessus. Ouais. Juste avoir des repères. Ouais, et puis profiter de tout ce que t'as pu dessiner. Quel type de matériel? Tablette ou Cintiq? Alors, dans ce cas, en fait, j'utilise autant la Cintiq que la tablette Wacom. Je dirais dans un cas comme celui-ci où c'est plus au pinceau, à la broche, j'aime bien la Cintiq. Et j'ai une petite, j'ai le modèle compagnon, 13 pouces. Je trouve aussi pour le poignet, c'est mieux. Bon, en tout cas, moi, suivant l'angle dans lequel je le mets, ça fonctionne assez bien. Et après, pour quand je travaille plus avec du photobash, de la sélection, des choses un peu plus sélection, photo et tout ça, ce serait la tablette Wacom, ça marche très bien. Puis j'en ai une toute petite qui suffit largement en fait. Donc là, voilà, je m'inspire un peu des palettes Miyazaki avec des verres bien pétants et je commence à mettre en place, vous voyez juste d'abord les valeurs locales en fait, avant d'attaquer vraiment l'effet de lumière et tout ça. Donc vraiment les silhouettes en premier temps, avec les verres bien pétants. Voilà, et la direction de lumière, je commence à placer l'effet de lumière. Et là, du coup, je perds plus mon dessin. De plus en plus, on perd l'information. Mais le but, c'est de finir avec une image qui a l'air plus d'une gouache, en fait, vraiment quelque chose de dessiné, de peint. Ouais, c'est un autre style d'exploration. C'est ça, où tu reconstruis, tu remets tes lumières toujours avec la couleur, mais le dessin reste quand même en fondation. Ouais, il va jamais disparaître ce dessin pour le coup. Mais je vais essayer d'en conserver toutes les lignes de force puis les volumes, mais après je vais l'enlever complètement en fait. Je vais retirer toute l'information des traits en fait. Je vais pas les conserver. Ouais. Oui, parce que voilà, t'es plus dans un thème, je dirais pas photo à la fin quoi, mais c'est pas du dessin ligne claire. Oui. Tu joues pas à faire du remplissage, tu conserves vraiment tes niveaux. Ouais. C'est marrant celui-là, le petit coup de niveau derrière. Oui. Pour créer de profondeur, retravailler un peu l'atmosphère. Donc
ça, j'essaie de garder le plus longtemps possible, au moins 3-4 plans séparés, pour pouvoir revenir et itérer sur la composition. Je pense que rien n'est coulé dans le béton avant un bon moment, donc ça me permet de rajouter des parties d'atmosphère et puis aussi de rééquilibrer la palette globale au niveau des contrastes. Là, je voulais avoir des couleurs locales saturées, en fait, donc j'ai fait un petit exercice de couleurs dans les rouges, qui est pas sans rappeler la palette de Miyazaki des Contes de Terre-Mer. C'est ça. C'est vraiment un très beau film. Donc voilà, j'ai essayé de travailler. Je trouvais ça c'était intéressant d'amener des couleurs chaudes aussi dans les ombres, d'avoir des variantes de couleurs. Donc c'est un peu un exercice aussi à ce niveau-là. Comme on a souvent tendance à aller vers des tons froids dans les ombres et mettre les parties éclairées dans des tons plus chauds. Là, je trouve que ça valait la peine d'explorer. En plus, le contraste de complémentaire entre l'herbe très saturée et la brique rouge. La brique rouge, c'était intéressant. Puis là, c'était trop rouge, donc du coup, j'ai ramené un peu d'ocre pour faire une balance un peu plus. Donc là, c'est un projet où j'ai plus exploré vraiment le travail de couleur, la mise en couleur. Il y a toujours un souci de composition, mais je dirais que le focus sur celui-là, c'était vraiment plus sur la couleur, la palette. Ouais, non, c'est vrai. Puis en plus, c'est limite irréel, ce genre de briques. Oui. Moi, je viens d'un coin où on construit en briques rouges, mais orange terre. Quoi. Ouais, tout à fait. Pas magenta. Pas magenta, ouais, exactement. C'est un peu pété. Et du coup, ouais, t'attends que Ashitaka descende la colline avec son lama. Oui, exactement. Il y a aussi un travail de proportion, en plaçant donc les silhouettes, les personnages. Là, je trouvais que l'échelle marchait un peu moins bien à cause des chapiteaux, donc j'en ai rajouté un autre et j'ai réduit la taille du toit, de façon à ce qu'on ait une impression d'échelle un peu plus grande pour la bâtisse. Ouais, j'ai bien aimé tout à l'heure, c'était au milieu de l'arche, qui est de l'arche rouge, là, où tu avais le fond, qui était un aplat, et que tu t'es dit, ben tiens, là, il manque quelque chose. Oui. On retrouve du volume, on retrouve du contraste dedans. Il y a toujours, je pense, quand tu fais tes compositions et l'avantage d'être sur plusieurs plans, le fait que tu puisses virer tout ce qui est nœud graphique que tu n'avais pas anticipé dans un premier temps, peut-être. Voilà. Ouais. J'aime bien, c'est... Ouais. Donc là, on a plus presque plus le crayonné. Donc là, pour mettre de la vie et de l'échelle, j'ajoute les oiseaux, le petit classique. Et on voit ici la perspective, par exemple, du bâtiment, qui n'était pas du tout approchée dans le dessin. Finalement, on n'avait pas cet angle de perspective, on était vraiment très frontal. Donc là, je trouve que ça manquait un peu de point de chute. Donc c'est ça. Donc j'ai rajouté. D'ailleurs, on voit qu'en haut ça marche pas du tout. C'est n'importe quoi. Mais là, ça marche mieux ici. Donc là, il y a un peu plus de perspective dans l'image. Donc le point d'intérêt avec le point focal va un peu mieux marcher pour l'ensemble de l'image. Et il y a aussi une chose que j'essaie de faire quand j'ai fini une image. Je vais pas forcément garder le cadre tel quel. Ça m'arrive aussi de la recadrer. Ouais. Comme là, par exemple, je l'ai gardé dans tout son format vertical, dans son entièreté. Ouais. Mais j'aurais pu aussi choisir un format paysage. Et je pense qu'il faut se commettre aussi parfois sur les choix à la fin. Si la composition marche mieux dans un autre format, il faut pas hésiter à recouper, à renier. Alors il y a Mohamed Thiam qui demande à tous les deux, est-ce que vous avez des dessins animés ou BD de votre enfance auxquels vous retournez toujours de temps à autre? Dessins animés? Dessins animés ou BD de ton enfance. Ouais. Ben moi je suis vieux, donc moi les maîtres du temps. Moebius, René Laloux. Alors c'est sûr que quand ça a un petit peu vieilli quand on voit maintenant les parties en rotoscopie, les animations, les visages animés, on sent que ça n'a pas été facile la production. Mais c'est toujours aussi, pour moi, c'est toujours aussi inspirant. Je vais montrer à mes enfants qui l'aiment bien d'ailleurs. Qui l'aiment bien, qui kiffent. Hein, Ouais. Ouais, moi c'est vrai que je reste aussi beaucoup sur les premières interventions de Miyazaki que j'ai découvert moi dans Sherlock. Sherlock Holmes. Ouais. C'était genre la folie des machines et des des trucs qui bougent dans tous les sens. Vraiment un grand travail là-dessus.
Et Miyazaki a travaillé sur Heidi. Ouais. Donc les petites plaines suisses l'ont pas mal inspiré, on le retrouve dans ses films d'ailleurs. Il y a plein de villages comme ça en Suisse, en Alsace aussi, où t'as l'impression d'être dans la boutique à chapeau, tu sais, tu sors, tu fais, voilà, c'est Immobilier, je crois, un truc comme ça. Complètement. On retrouve dans Kiki, Petite Sorcière, aussi dans Porco Rosso, des paysages méditerranéens, finalement très 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 européens. Là, c'est un autre exemple de recherche, plus de paysages de science-fiction, mais dont l'image finale ce serait plus proche d'un matte painting, donc plus détaillé, vraiment plus poussé dans le détail. Mais on va voir que l'approche ici, c'est essayer d'avoir une composition très simple, une composition qui est d'abord graphique avec des choix de composition graphique, qui est ensuite amené à un niveau de détail proche du matte painting en fait. Donc créer une image très détaillée, très riche, pour qu'elle puisse à la limite servir d'une image de référence pour un film, tout en ayant une composition qui se tient de façon graphique. Donc là, dans ce cas-là, je commence avec des recherches de petites vignettes, là. Des tests de composition sur plusieurs plans. Et ça, c'est des trucs que tu fais régulièrement, ce genre de passage vignette, ou c'est... Je fais certainement pas assez souvent, mais pour d'exploration, de la recherche, c'est très rapide à faire et je trouve que c'est très efficace. Donc là, sans utiliser le lasso, je fais avec une broche qui, sur l'opacité, va réagir juste à l'épaisseur du trait. Donc ça me permet de faire des structures et bloquer des formes, des volumes. Donc là, je travaille plusieurs plans de composition. Je fais plusieurs tests de composition et après, je vais en choisir une pour l'amener à un autre niveau. Pour la développer carrément. Ouais. Et je vais la développer au point d'aller placer ma perspective en 3D. Donc je vais bloquer des volumes en 3D. Et puis, et ensuite, je vais travailler tout dans Photoshop, l'éclairage, les textures, continuer sur la mise en perspective avec mon guide de perspective. Ouais, c'est pour le coup, effectivement, t'as toujours ce truc de resélectionner des parties, de rejouer sur des petits éléments qui vont revenir, et là, et sur ce truc-là, tu sais dès le départ que tu vas avoir une seule image à la fin, enfin qu'il faudra en choisir une, ou... Sur ce type de projet-là, si c'est une commande par exemple, je vais faire des propositions avant de me lancer dans le rendu. Donc j'essaie de montrer, voilà les options. Par exemple pour les couvertures de livres, j'envoyais des tests en noir et blanc avant de partir sur des rendus complexes en fait. Donc on y va, on part sur 3 thumbnails comme ça, et puis en général il y a une vignette qui va être plus intéressante, qui va être choisie, on va la pousser un peu plus. Plus utilisable pour les titres, pour l'espace, peut-être aussi changer de proportion de cadrage pour l'éditeur. Tout à fait, tout à fait. Donc là on voit celle que je suis en train d'attaquer, ça va être la compo que je vais utiliser pour la finale. Et donc je pars là-dessus ensuite pour bloquer les volumes en perspective en 3D. Nice. Alors visiblement, tu serais le bienvenu par les étudiants en 3D de B2B à Montréal, qui aimeraient beaucoup t'avoir. Ok. Voilà, on se reparle quand je suis de retour. C'est ça, vous en parlez à l'administration qui va l'embaucher. Je reviens fêter Noël avec vous pour le printemps. C'est ça, sous la neige. Sous 50 cm de neige. Tu vas te faire des chocs thermiques dans les deux sens, là. Ouais. Bon, on est habitué maintenant. Même entre deux journées, ça qui est marrant au Québec, c'est qu'entre deux journées, il peut y avoir 20 degrés d'écart de température. On a déjà eu des -2, puis des +20 le lendemain, quoi. Pour des concept artistes juniors, tu conseillerais quand même de laisser la 3D de côté, malgré le fait que de plus en plus c'est utilisé dans l'industrie du jeu et du film? Moi, je conseille pas d'abandonner la 3D. Par contre, je pense que c'est bien de ne pas compter que sur ça. Faut être capable de s'en servir pour justement ce genre de cas. Surtout quand on fait des éléments d'architecture, des intérieurs. C'est dur de passer à côté de la 3D quand on fait des intérieurs. Des vues en perspective avec de l'architecture ou avec des vaisseaux, c'est sûr que c'est important. Pour tout ce qui est les thématiques que j'aime bien travailler, donc des ruines, des paysages, on a vraiment beaucoup moins besoin de 3D pour faire ça. Il faut savoir s'en servir, mais je pense que il faut s'en servir de façon intelligente, juste comme une banque. Le superviseur d'effets veut quelque chose de très détaillé, très poussé. C'est de plus en plus le cas, j'ai conscience de ça.
Ça peut être différent suivant les producteurs, suivant les production designers. Ça peut être très différent. Moi, je sais qu'en tant que directeur artistique, je pousse beaucoup l'illustration pure et moins le rendu poussé 3D au niveau de l'illustration. Ouais, puis surtout, je suppose que derrière, de toute façon, tu vas avoir des mecs qui vont modéliser et qui vont re-rentrer dans les détails, regérer les textures, et que toi, t'es là pour inspirer, en fait, plus que pour... Tout à fait. Mais c'est vrai que sur certaines prods, tu vas avoir des directeurs artistiques qui vont demander à l'illustrateur de faire des rendus pour des véhicules, pour des armes, pour avoir des genres de benchmark pour tous les éléments. Moi, je préfère itérer rapidement en 2D. On a la chance d'avoir des super artistes aussi à Ubisoft, comme justement ils étaient en train de parler, mais ils sont partis manger là, manifestement. Donc Patrick Limoges, Martin Deschambault, Jeff Simpson, donc qui ont eux aussi un style déjà personnel très fort et qui apportent avec leur style quelque chose d'intéressant au projet qu'on fait. Donc je les force pas à faire de la 3D. Vraiment pas du tout. Et Dark One qui dit ouais, faut quand même avoir des bases solides. Mais pour être illustrateur ? Ouais, je pense. Ouais, bah, c'est sûr que c'est très dur de sortir de l'école et d'arriver comme illustrateur. Il y en a, en tout cas, à UBI, à Montréal, nous, on en a très peu qui arrivent à faire ça. Souvent, c'est bien de commencer par faire ses classes, commencer par la 3D, peut-être faire du level art, faire de l'environnement, faire du modeling, et après, suivant le talent de la personne, suivant ses envies, elle peut peut-être aller vers l'illustration, mais commencer directement en illustration, c'est difficile parce que nous, on prend le travail d'illustrateur pour faire nos benchmarks de production. Donc on va vendre le projet, comme un architecte va vendre son projet avec des rendus hyper poussés. Nous, ce sont des illustrations qui vont nous donner finalement notre budget pour réaliser des mondes de jeux. Donc on prend souvent des illustrateurs très seniors et très talentueux. Pour commencer en fait, pour le début de la prod. Pour démarrer, ouais. Voilà, lever les fonds et justifier le temps que vous allez passer dessus. Tout à fait. Donc là, on a vu, je partais donc de la vignette. Je reproduis à peu près cette vue en 3D pour avoir une base de perspective. Je fais des lignes aussi pour garder des guides avec l'échiquier pour avoir toujours une perspective dans tous les angles. Et je vais en extraire juste les lignes que je mets dans Photoshop. Comme ça, quand je travaille mes lignes de composition, donc vous voyez, j'ai toujours mon guide, comme mon dessin que j'aurais fait sur croquis. Bon, là c'est de l'architecture, ça doit être plus en perspective. Mais j'ai déjà mes 3 points de fuite qui sont placés grâce au rendu de Photoshop. Donc en perspective linéaire, elle est béton et j'ai plus à me stresser avec ça. Voilà, puis là avec mes brushes spéciales, je viens ajouter du détail dans mes silhouettes. Donc je viens rajouter de la complexité, jouer avec des accidents de matière, de silhouette et de volume. Donc ça c'est super intéressant aussi parce que la compo est simple, elle est très graphique, mais je viens l'enrichir avec quelques éléments de shape comme ça. Ouais, puis je suppose comme tout le monde, c'est tes propres photos que t'as réutilisées, que t'as déformées, que t'as créé en custom brush. Je vais voir les raffineries de Montréal, je fais des photos en silhouette. Bon, il y en a quelques-unes aussi qui viennent de CG Texture, j'ai un compte là-dessus. Ce que je fais aussi, c'est que assez rapidement, je vais peindre un ciel assez simple pour me donner une ambiance, au niveau de contraste, au niveau du ciel. Donc là, je le peins directement, même si l'image est réaliste, je vais quand même peindre mes nuages pour donner des formes comme ça un peu dynamiques et travailler mon ambiance globale. Donc avec la diffusion de la lumière dans le ciel, le contraste au niveau des nuages. Comme ça, on a une atmosphère un peu plus dramatique, un peu plus intéressante. Et pas juste des silhouettes faites au lasso un peu comme ça, rigide. Ouais. Donc j'amène un peu plus de richesse au design de l'environnement comme ça. Puis voilà, le truc qui est quand même sympa à faire, c'est quand on commence à mettre la matière. Donc là, je me suis fait des brushes qui permettent de me créer du volume. Puis j'ai des formes en perspective. Donc là, je commence à placer ça en perspective. J'ai toute mon ambiance. Je travaille dans l'ambiance avant de travailler sur la couleur éclairée. C'est toujours l'ambiance. Est-ce que tu arrives à dessiner d'une traite ou est-ce que tu passes d'un projet à l'autre pour te libérer l'esprit ? En général, quand je commence une image, je vais jusqu'au bout. Je passe pas d'un projet à l'autre. Par contre, je dirais, j'ai pas encore le temps de développer
un univers consistant dans un style. Par exemple, si je voulais développer l'univers de cette ville qu'on est en train de voir, il faudrait que je puisse investir plus de temps. Et je dirais que, étant donné que j'ai très peu de temps libre, je préfère explorer plusieurs mondes. Donc, j'explore plusieurs styles graphiques, plusieurs styles de rendu. Donc, je ne développe pas, j'ai pas encore eu le temps de développer un univers en particulier, à part bien sûr sur les jeux sur lesquels je travaille. Là, j'ai plutôt envie, c'est comme un peu pour moi une récréation, faire plusieurs styles d'environnement, autant des châteaux vikings perdus dans des paysages norvégiens que des trucs de science-fiction ou des paysages dans des déserts. Enfin, j'aime explorer plusieurs styles de monde en fait. Voilà. Par contre, quand je commence une image, en général, je la termine. C'est marrant de voir effectivement cette brosse sur les fenêtres. Ouais. Donc ça, c'est voilà encore une fois une photo. J'ai extrait juste les hautes lumières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient avec une espèce de petit noise de répartition. Donc on a des accidents qui sont parfois des accidents heureux dans les proportions. Ça crée des effets intéressants. Alors là, tu fais des déçus, donc il y a Milan Atana qui dit donc c'est pas possible de commencer en concept artiste, il faut commencer par la 3D. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il faut être très très bon. On peut commencer, il y en a qui arrivent à commencer en sortant de l'école à être concept artiste sur des productions. Après, tout dépend des productions. Quand sur une production, on a 2 illustrateurs, un qui va être en personnage et un qui va être en environnement. Comme moi, souvent dans mes équipes, on est très peu nombreux. Par contre, c'est sûr qu'il faut que ce soit les plus seniors disponibles, qui ont une maîtrise parfaite du design d'environnement ou du character design. Je sais qu'il y a des productions qui travaillent avec beaucoup plus d'illustrateurs, qui ont peut-être plus de budget alloué aussi en conception que d'autres. Donc là, il peut y avoir plusieurs niveaux justement d'illustrateurs. Ouais, puis faut... Enfin, je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'effectivement tout ce qui est fait en amont, en pré-prod sur ça, sur la partie conception, c'est à la fois pour donner les idées, pour valider les idées du DA et de l'histoire, et à la fois pour vendre le produit, produit final. Donc il y a 2 types d'enjeux, quoi. Oui, c'est un très gros poids en fait. Je dirais la grande charge de travail pour le DA, c'est pendant la conception de faire valider le concept. Et le concept, pour le faire valider, il faut avoir les meilleurs artistes disponibles pour faire les meilleurs benchmarks 3D et aussi avoir les meilleures illustrations qui vont rendre le plus possible l'univers qu'on a envie de créer. Et ensuite, pendant la production, c'est énormément de travail de retouche, de paint-over sur la 3D pour faire un suivi, s'assurer qu'on n'a pas trop de dérives par rapport à l'intention d'origine. Et ça se fait beaucoup avec les illustrateurs. Ouais, il y a toujours cette histoire d'avoir la bible du jeu avec chaque objet, chaque asset qui est déjà prévu. Tout à fait. À pas avoir d'erreur dedans, genre tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a un fusil à pompe alors qu'on est au milieu du Moyen-Âge? Voilà. C'est peut-être pas aussi, c'est peut-être pas à ce point-là, mais on n'est plus dans Ben Hur avec sa montre. Non, c'est plus des éléments de décor qui sont travaillés pour la jouabilité et qui du coup ne sont plus beaux ou plus crédibles en termes de décor. Donc on doit retravailler avec le design du jeu pour les rendre intéressants. Donc là c'est un travail de retouche, beaucoup de suivi. Mais du coup, ouais, tu reviens bien après la phase de concept. Ouais. Sur des éléments qui ont pu être créés 6 mois, 1 an avant, quoi. Ouais, tout à fait. Notre métier évolue entre la création d'un monde, une bible au départ. Ensuite, on fait de la pré-production, donc on va essayer de recréer en 3D ce qui était l'intention de départ, mais en faisant beaucoup de retouches de paint-over pour garder l'intention de départ et aider les artistes 3D. Et puis après, il y a aussi une phase de marketing où on doit produire des images qui vendent la fantaisie, qui vendent l'univers. Et comme on l'a fait sur Black Flag, sur Assassin 4, on a fait des illustrations pour le artbook, on a fait beaucoup de travail aussi d'images pré-rendues pour vendre les personnages, pour bien montrer la fantaisie en fait aux joueurs. Donc il y a vraiment une évolution des métiers sur la production. Et du coup, il y a Cassis qui dit, mais toi, t'as commencé par faire de la 3D avant d'apprendre à dessiner?
Alors, oui et non. Moi, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit. J'ai toujours beaucoup dessiné. Donc, j'ai commencé quand même beaucoup par le dessin, mais c'est vrai que dans ma carrière professionnelle, j'ai commencé comme level artist. Donc level, je sais pas comment on dit dans les métiers ici. Donc design d'environnement, mais vraiment en 3D. Donc j'étais artiste modeler 3D d'environnement et j'ai commencé à Callisto en 99. Donc là, je faisais l'éclairage, les textures, le modeling. Donc c'est vraiment, j'étais pas du tout dans le dessin. J'étais vraiment dans la 3D. Et en arrivant chez Ubi, j'étais directeur artistique, mais tous les benchmarks que je faisais étaient en 3D aussi. Donc j'étais vraiment considéré plus comme un artiste d'environnement 3D. Et c'est un peu plus tardivement quand j'ai vu les tutoriels de Yannick Dussault, ses premiers DVD, que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je vais faire du matte painting, mais je veux faire aussi des moodboards et tout ça. Donc là, je me suis mis vraiment à la 2D dans Photoshop. Et mes premiers dessins dans Photoshop, j'ai dû les faire peut-être en 2005. D'accord, ouais. 2006, et c'est là que j'ai vraiment commencé. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai vraiment switché, pour dire en bon français. Je suis passé plus vraiment au dessin, peinture numérique. Ok. Et j'ai vraiment des bases vraiment plus dans la 3D. Et tout ça, c'est des questions qui doivent revenir souvent sur parce que il y a énormément de jeunes artistes ou même de mecs qui se disent tiens, moi aussi j'irais bien là-bas et qui doivent qui ont envie d'échanger sur ça, quoi. Il y a un côté glamour là-dedans c'est comme le matte painting, c'est très glamour, mais la réalité c'est que c'est assez difficile. Ce sont des métiers qui sont vraiment durs parce que c'est autant très passionnant, autant ça peut être très frustrant parce qu'il y a des parties très techniques, notamment dans le matte painting quand on a le superviseur d'effets qui va regarder non pas ton image dans sa globalité, mais qui va la zoomer au maximum pour voir s'il n'y a pas des coups de pinceau, si tout est bien au pixel. C'est un travail de moine, vraiment. Donc il faut aimer ça, quoi. Il faut aimer faire du rendu, de la 3D, du détail. Il faut aimer passer 2 semaines, 3 semaines sur une image. C'est particulier. Donc c'est pour ça que moi, éventuellement, ça me correspondait moins. Donc je suis retourné vers la direction artistique et plus le concept. Parce que j'aime itérer, faire explorer. Et passer plus d'une journée sur une image, pour moi, c'est trop. Donc, c'est personnel. Après, chacun voit son. T'as des gens qui vont vouloir finir, des gens qui vont vouloir peaufiner jusqu'au bout. Je vais profiter un petit peu que vous soyez nombreux à nous suivre. Vous savez, Raphaël est là pour 3 jours sur les conférences IAMAG qui ont lieu à Paris. Et je me dis que parmi l'audience, il y a peut-être des gens qui ont envie de venir. Et ça tombe bien, on a peut-être des places à faire gagner. Peut-être. Non, il y a des gens qui ont pas envie de venir, il y a des gens qui ont déjà leur place. Du coup, ce serait sympa si vous retrouvez le chat, de vous manifester. Parce que plus vous êtes nombreux dans le chat et plus ça va être rigolo à tirer, ça évitera qu'il y ait que Cassis Libre qui soit dans les vainqueurs, ou ses potes, ou ses voisins, ou ses collègues de travail. Donc voilà, manifestez-vous dans le chat en direct pour le petit tirage au sort. Non, Benjamin, tu peux pas gagner une place. Benjamin, il essaye d'avoir un petit peu moins de monde sur le lieu, c'est pas très sympa. Toi, hop, je dois pouvoir Il y en a un qui s'est fait pourrir. Ouais, non, mais je vais éliminer Cassis parce qu'il a tout le temps les places. Je vais éliminer Benjamin dès le départ. Et parmi tous les autres, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie. Alors, si votre ami est sur Paris, vous pouvez jouer pour un ami. C'est pas très très grave, on n'est pas très regardant. Faudra juste que sur vos chaînes YouTube ou vos comptes Google+, on arrive à se parler pour être sûr de pouvoir vous identifier. Parce que si vous n'êtes pas identifié, vous rentrez pas, hein. C'est pas un moulin non plus. On pourrait croire, mais non. Y a du monde. Allez, je vous laisse encore parler. Est-ce que tout le monde a donné signe de vie, là? Tous ceux qui voulaient jouer, tous ceux qui n'avaient pas encore de place, tous ceux qui avaient envie de venir. Pour rappel, c'est 3 jours sur Paris. Je vous remets le lien des masterclass. Voilà. Hop.
Si vous connaissez pas Cassis d'ailleurs, je vous propose un truc aussi, c'est de regarder la session qu'on a eue avec lui il y a 3-4 mois déjà maintenant, sur de la caricature et de l'illus, parce qu'il est quand même très très bien. Oui, c'est injuste, mais c'est comme ça, mec. C'est comme ça, c'est la vie, et la vie est pas forcément facile. Bon, vous êtes super nombreux, donc je vais tirer au sort. Hop, c'est parti. Eh bien, Simon Ravet, bienvenue parmi nous. J'espère que tu seras là avec nous demain, après-demain et le jour suivant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi c'est... Il y a plus rien à l'écran? Alors, c'est noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Ah bah tu vois, c'est juste la vidéo qui s'est terminée. Ah non, on était juste au bout de la vidéo, voilà, donc tout va bien. Alors Simon, non mais je suis désolé, hop, on va réafficher tes messages qui sont pas supprimés. Il faut quand même pas mettre de trop de capital si on n'y arrive pas. Julien Crochet, faut arrêter aussi, vous avez déjà gagné hier, et les potes de Cassis ont plus le droit de jouer. Ah, de Montréal, les places vidéo, qu'est-ce qu'on fait, Benjamin? Ça existe? Les places vidéo? Ouais. Ok. Voilà. Alors, maintenant, tiens, on va... effectivement, je vais demander à tous ceux qui sont de Montréal de se manifester. Alors, je sais pas comment je vais gérer ça, faut que je repère d'abord le monsieur Simon Ravet, faut qu'on arrive à se parler, à se retrouver, je dois pouvoir voir votre chaîne, check. Et je vais essayer de retrouver tous les gens de Montréal pour justement leur proposer peut-être un pass vidéo. Pour ceux qui savent pas, hein, d'ailleurs, les sessions, si vous êtes même en dehors de Paris ou voire très très loin, seront disponibles en live après. Il y a une mise à plat et tout, c'est fait au propre et vous pouvez regarder ça peinard chez vous. Pas besoin de venir nous voir. Montréal. Ils sont ici. Je vais voir comment je configure mon soft pour tirer uniquement ceux qui viennent de Montréal avec un mot-clé. Et le mot-clé que je vais demander, ça va être justement Montréal. Donc écrivez Montréal. Keyword. Mais pas le premier, sinon ça marche pas. Il y en a qui veulent des vidéos depuis Paris. Hop. Écrivez Montréal pour ceux qui sont à Montréal. Je vais voir si ça marche. Sirop d'érable sous le bras, Poutine, tiens, c'est malin. Ouais, Poutine, sirop d'érable, on est bien là. Okay. Alors, réessayez. Écrivez-moi ça, parce que pour l'instant, j'en vois pas passer. Normalement, c'est case insensitive. Donc, vous écrivez Montréal pour tous ceux qui ont envie de venir. Enfin, de venir, de voir les replays vidéo. Si t'as l'accent aigu ton truc? Je sais pas. Tu peux en faire un autre avec... Ouais, mais justement, avec accent aigu. Je vais réécrire le mot-clé, on va voir s'il passe. Hop. Je pense qu'il faut le mettre avec l'accent. Ouais, j'ai remis l'accent à Montréal, je suis désolé. Normalement, c'était case insensitive, mais j'ai pas pensé du tout. Ah, c'est encore un soft américain, ça. Écrivez Montréal comme ça, on va voir si vous passez. Revenez. Pour l'instant, j'ai un peu personne. J'ai 0 éligible, alors je pourrais vous rendre... Ah, il y en a un, regarde. Ouais. Ah, ça y est, ça commence à revenir. Merci. Voilà. C'est bien, ça commence à se remplir. Et là, il y en a qui sont à Dunkerque qui vont écrire Montréal. Ouais, mais Dunkerque, c'est un peu le Montréal de la France, donc mais ça compte. En termes de climat. Ça compte aussi. Écrivez Montréal. Et dans ce cas-là, il suffit juste d'écrire Montréal, hein. Y a pas de problème, Axel. On n'est pas regardant. Si vous avez envie de le voir et que vous n'êtes pas sur place, c'est pas très grave. Ok, tout le monde est là, tout le monde s'est manifesté, tout le monde est prêt. Allez, je refais un petit tirage, même pour les Dunkerquois. Non, c'est pas du tout démocratique, Cassis. C'est pas du tout. La période n'est pas la démocratie. Voilà, allez, c'est parti, je tire au sort. Check. Eh bien, félicitations Tristan Couture. Ok, donc Tristan, j'ai les coordonnées. Simon, il va falloir qu'on se contacte. Je sais pas encore. Et puis voilà, on est pas mal pour aujourd'hui. Pendant ce temps-là, la vidéo de Raphaël dessine. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon plan quand même. Mais je pense que c'est le plan de jet lag. C'est le plan. Non, mais tu l'as déjà faite celle-là, oui. Eh oui. Ok.
Eh bien voilà pour tout le monde. Alors ceux qui arrivent en retard et qui réclament du Montréal, tant pis, c'est un petit peu tard. Là on a trouvé Tristan. Pour ceux qui nous suivent de Paris, eh bien, bienvenue à Simon la semaine prochaine. Enfin pardon, la semaine prochaine. Demain, c'est demain matin. Ça démarre tôt en plus. C'est avant, c'est quoi? C'est 8h30 l'ouverture, un peu plus. Et 9h, voilà. 9h, ça démarre, séance complète, plein de gens, plein de choses à voir. Ok. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci. Alors, on est arrivé au bout, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, on est arrivé au bout, on a fait le tour. Ah oui, c'est grandiose, le message d'erreur en espagnol derrière. C'est pas une erreur, c'est est-ce que tu aimes bien les produits Adobe derrière ? Bravo à Tristan, bravo à Simon Ravet, faut qu'on se parle, donc ne partez pas. Et est-ce qu'il y a un autre moyen de gagner des places ? Non, parce que là on va commencer à être un peu serré en termes de places. Il y a un nombre de sièges et tout le monde a très envie de venir. Si, il y a la place de James Klein à récupérer. Sa chambre d'hôtel aussi. Ah ouais. Ouais, non, on va pouvoir remettre des places en jeu. S'imaginez pas comme ça grince des dents ici à l'organisation. Un aller simple pour San Francisco. Perrin aimerait savoir si l'événement se déroule exclusivement en anglais. Oui, c'est que en anglais, sauf à l'accueil et autour du café, où il y a des francophones. Avec accent français, je te rassure. Ouais, c'est parfois du très mauvais anglais, mais on va y arriver quand même. Ok. Tristan et Simon, envoyez-moi un mail si vous savez me retrouver. Vous avez mon nom là, a priori il y a mon mail qui apparaît derrière. Et comme ça, je vous repère pour la suite. Merci à Raphaël. Merci. C'était très chouette. À toi aussi. Merci à Benjamin qui nous a secondé, supporté, modéré en off. Merci à Patrice qui porte l'événement sur ses épaules. Je dirais pas ses frêles épaules, mais voilà. Benjamin est vexé. Et puis bien on se retrouve très prochainement. Donc pour ceux qui aimeraient retrouver le replay de la session, bah vous avez vu, vous avez le lien, ça va toujours être la même URL. Et pour les gens qui nous suivent, qui veulent nous retrouver en français, on a une chaîne donc Adobe Live avec une playlist qui s'appelle Tuto. Je vais pas y arriver, c'est dur là. Que vous pourrez retrouver. Donc il y a déjà le live d'hier de Jason Schreier. Pour le coup, c'était en anglais. Il y aura tout de suite après donc le live avec Raphaël. La semaine prochaine, on va avoir des sujets vidéo, on va avoir des sujets photo, Photoshop, etc. Donc si jamais vous sentez que vous avez un peu des lacunes sur un soft, ou vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous suivre et à venir. Oui, je vois que you will parler English, ça va être bien. Comment tu trouves mon email via ton moteur de recherche? Voilà. Et j'espère que ton nom correspond à ton mail. Eh bien, merci à tous, et puis on va couper là, on est pas mal. Merci. Allez, à bientôt. À la prochaine, merci. Au revoir.